Jusqu'où ira la République démocratique du Congo dans le litige l'opposant à Apple? La firme Alapom est accusée par Kinshasa d'utiliser des minerais issus de ces mines et exploités de manière illégale avant d'être transportés hors de la République démocratique du Congo, plus précisément au Rwanda, où ils seraient blanchis. Le 17 décembre 2024, le gouvernement congolais a déposé des plaintes devant des tribunaux en France et en Belgique, accusant les filiales locales d'Apple de dissimulation de crimes de guerre, blanchiment de faux et tromperie des consommateurs. Le géant de la technologie nie catégoriquement avoir commis de tels actes répréhensibles. Alors, que reproche-t-on réellement à Apple, l'une des plus grandes entreprises technologiques du monde? Apple a-t-il une responsabilité dans la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo? La chaîne d'approvisionnement de la multinationale américaine est-elle entachée de minerais de sang pillés? Autant de questions auxquelles nous essaierons d'apporter des éléments, des réponses tout au long de ce programme. Soyez des nôtres, fidèles téléspectateurs et auditeurs, pour en savoir plus. Nos invités, Stéphane Katala, analyste politique. Bonjour. Bonjour Madame Michel, bonjour tous les téléspectateurs de Carrefour TV, sans oublier mon copanéliste, M. Henri Atangana, que je salue ici. Effectivement, Henri Atangana qui est des nôtres pour ce programme. Je rappelle qu'il est expert en électronique militaire. Bonjour. Bonjour, Monsieur Henri Atangana. Monsieur Henri Atangana, je rappelle que vous allez intervenir aujourd'hui depuis la Belgique via Skype. C'est un plaisir de vous savoir des nôtres dans le cadre de ce programme. Alors, quelques petits soucis avant que tout soit en ordre pour rétablir la connexion avec Henri Atangana. On va s'entretenir avec vous, Stéphane Katala. Vous avez suivi la thématique de cette édition de Politique Éco. On parle de la République démocratique du Congo, qui est un pays extrêmement riche en minerais précieux. Ce pays de la région des Grands Lacs, je rappelle, détient les plus grandes réserves mondiales de colbart, une matière première très stratégique pour l'industrie automobile, et d'importantes quantités de diamants également sont dans le sous-sol de la RDC. On parle souvent de l'or aussi, du cuivre, du pétrole, de la casiterite, du nickel, de l'étain. Ce qui fait souvent dire que la République démocratique du Congo est un véritable scandale géologique. Alors cependant, il est impossible de nier, de ne pas faire le lien, autant pour moi, de ne pas faire le lien entre ces immenses richesses minières et l'insécurité qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo depuis près de 30 ans déjà. Est-ce qu'on peut dire effectivement que ce pays subit une sorte de malédiction à cause de ces richesses minières? Merci beaucoup. En première position, je voudrais que nous puissions vraiment avoir une pensée pieuse pour les familles endeuillées à Goma et partout là-bas à l'est de la République démocratique du Congo, sans oublier nos vaillants combattants, le FARDC et les Wazalendo, qui ne se fatiguent pas, qui sont toujours sur terrain au front, parce qu'ils ont juré la patrie ou la mort. Il est vrai que le Seigneur avait béni la RDC avec la richesse du sous-sol, qui, je crois, en partageant toutes ces choses, c'était pour que les propriétaires puissent jouir de cela. Mais ce n'est pas le cas avec nous en RDC. Parce que quand on regarde, en général, cette guerre, c'est la guerre des minéraux. C'est la guerre économique. Tous nous savons que le monde est en train de faire la mutation sur le numérique. Et quand on regarde, je crois que 67% de réserves de ces minéraux-là se trouvent en RDC. Alors, il était important aussi que les autres États comprennent que quand un État a des atouts ou bien a des richesses quelconques,
on doit se présenter par la grande porte pour savoir établir les accords pour bénéficier de ces minéraux-là, afin que les pays propriétaires puissent aussi bénéficier de ces minéraux. Parler d'une exploitation légale, voilà, par des voies légales en tout cas. Mais en RDC, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que ça a été un complot qui a pris beaucoup d'années. Parce que quand nous regardons, généralement, nous comprenons que même soi-disant les génocides rwandais, c'était quelque chose fabriqué pour qu'ils aient l'occasion d'entrer en RDC pour venir exploiter nos minéraux. Parce que quand il y a eu ces soi-disant génocides, ils sont venus, les Hutus rwandais sont venus en RDC, mais dans la façon de faire des Nations Unies, quand il y a des réfugiés qui entrent dans un pays quelconque, on doit les désarmer d'abord. Et ils ne peuvent pas vivre qu'au-delà de 300 km de leurs frontières. Mais cela n'était pas le cas avec le cas de la RDC. Les problèmes rwandais. Tout ça, c'était dans leurs plans, parce qu'ils savaient que ce côté-là, il y a beaucoup de minéraux. Et c'est par là, maintenant, Kagame, qui est venu depuis Ouganda pour faire la guerre aux Hutus qui étaient au pouvoir à l'époque, étant les pions des Américains, ils ont commencé, soi-disant, ils veulent protéger leur pays. Les génocidaires sont venus se réfugier en RDC. Il faudrait qu'ils viennent jusqu'en RDC pour sécuriser leur pays. Alors que c'était une stratégie. Donc, ils sont venus, soi-disant qu'ils viennent pour neutraliser les Hutus, les désarmer. Mais ils en ont tué autant. Non seulement tuer les Hutus, ils ont tué aussi les Congolais. Et ils n'ont pas fini leur mission, soi-disant. Ils ont commencé à exploiter le minerai. Alors, vous avez dit que vous êtes tenté de répondre à l'affirmative à ma question qu'il est possible de faire un lien entre l'insécurité qui prévaut en RDC depuis des années et les nombreuses richesses minières de ce pays. Oui, c'est à cause des minéraux qui sont en RDC. Le président Tshisekedi l'avait dit quand c'était les négociations pour que cette guerre finisse. Lui, il a dit, oui, nous allons partir sur le plan diplomatique, mais je ne crois pas que Kagame peut laisser. Pourquoi? Parce que c'est une raison économique. Et l'économie de Rwanda, je me rappelle l'autre fois quand tu nous recevais dans des programmes, je disais toujours que les gens qui appréciaient Kagame, le fait qu'il construit son pays... Oui, qu'il a développé son pays, il a développé le Rwanda, on parle souvent voilà, de Kigali modèle, comme une ville exemplaire en Afrique en matière de développement. Mais c'est ce que moi je disais que ces développements, c'est au prix du sang. Pourquoi? Parce qu'il vient il vient en Afrique, il vient en RDC, il tue les Congolais. Il les tue pour prendre les minéraux. Il ne vient pas les prendre par la grande porte, mais il vient pour exploiter d'une façon illégale. Tout le monde entier est au courant qu'à un certain moment, Rwanda a été compté comme premier producteur de coltan, alors que dans son sous-sol, il n'y a rien. Alors, selon vous, effectivement, tout ce développement du Rwanda est issu c'est teinté de sang de Congolais. C'est teinté de sang de Congolais. Donc, il n'y a pas ces minéraux. Une fois, il était, je crois, en Europe, il y a un journaliste qui lui a posé la question de savoir, chez toi, on voit comment il y a le développement dans ton pays. Oui. Dis-nous, qu'est-ce que tu produis là-bas chez toi? Et la réponse de Kagame était que non, nous montons les ordinateurs. Est-ce que le fait de monter les ordinateurs, est-ce que ça peut faire que l'État rwandais puisse autant investir et puis amener ces pays-là dans une économie que tout le monde a été étonné? Non. C'est l'exploitation illégale de minéraux au sein des Congolais. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils viennent avec la guerre, ils tuent les Congolais et ils prennent le Rwandais, ils les remplacent. Parce que maintenant, quand il est venu dans les négociations, on lui a posé la question de savoir pourquoi tu pars en RDC. Il dit que non, je viens pour la sécurité de mon pays à cause des Hutus rwandais qui sont là-bas. Quand on prend des précautions pour finir avec les AFDLR, mais il vient encore, il change. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a des Tutsis qui sont au Congo qui sont marginalisés. Il les appelle les Tutsis congolais. Bon, on dit, mais si ce sont des Tutsis congolais, pourquoi toi, un président de notre pays, tu peux venir intervenir à leur faveur? Et quand on les coince de ce côté-là,
Il revient maintenant pour dire que avant que les Hutus viennent avec le génocide, il y avait déjà des Hutus congolais qui étaient là-bas, que quand les Hutus sont venus, les Tutsis congolais, quand les Hutus sont venus, ils ont chassé les Tutsis pour qu'ils rentrent chez eux. Ce sont les Tutsis-là qui viennent maintenant, soi-disant M23, pour réclamer leur terre. En tout cas, on comprend déjà votre ligne d'analyse. Pasteur Katala, vous aurez le temps de mieux la développer. Permettez que nous puissions aussi finalement accueillir Henri Atangana, si tout est OK, pour lui donner l'occasion de dire aussi un mot sur cette richesse du sous-sol congolais qui serait malheureusement source de conflit. Bonjour Henri Atangana. Henri Atangana qui peine encore à se connecter. Alors on reste toujours avec vous, Stéphane Katala. La République démocratique du Congo, on le rappelle pour revenir sur le sujet même qui nous intéresse, à savoir cette plainte qui a été portée par les autorités congolaises contre les filiales Apple en France et en Belgique pour cause de chaînes d'approvisionnement en des minerais de sang suite au conflit armé persistant dans la partie orientale. Alors que pensez-vous de la région de Apple, la réaction autant pour moi de Apple qui a fermement contesté ces allégations, soulignant être profondément engagé en faveur d'un approvisionnement responsable et appelant ses fournisseurs au respect des normes les plus élevées du secteur. Que pensez-vous de cette réaction? C'est vrai que le monde de business, c'est la mafia. Il faut être vraiment catholique pour accepter la vérité, surtout quand tu es dans le flou, dans le monde des affaires. Je me rappelle, il y avait un documentaire d'un journaliste qui, après avoir fait des traçabilités pour voir tout ce qui se passe là-bas, à l'Est, il est parti jusqu'au siège de Apple pour interroger les directeurs généraux qui sont là-bas. Ils n'ont pas voulu le recevoir. Et l'enquête était basée sur quoi? L'enquête de sur le minerai de sang qui sort de la RDC. Oui. Sur la chaîne d'approvisionnement. Oui, voilà. Donc, quand il a essayé par tout le monde, on ne l'a pas reçu. Mais dernièrement, pourquoi Apple dit qu'ils arrêtent d'acheter les minéraux qui viennent de la RDC ou bien du Rwanda? Alors, ils ont d'abord nié qu'ils ne s'approvisionnent pas des minéraux du Rwanda. Et dernièrement, on a arrêté un avion rwandais avec des minéraux en Égypte qui allait en France. Ouais. Donc tout ça, c'était pour... Parce que quand nous regardons normalement, regardons la réalité. Donc la réserve mondiale est en RDC. Oui. Je crois que c'est 67%. Et il y a Namibie qui est deuxième. Et le reste du monde avec quelques pourcentages qui restent. Et ils sont des géants technologiques. Ils sont en train de produire au jour le jour. Où est-ce qu'ils s'approvisionnent si ce n'est qu'en RDC? Et le président, même Tshisekedi, en venant au pouvoir, il n'a pas voulu empêcher que les gens ne viennent pas pour s'approvisionner en RDC. Mais il a préféré que les gens viennent par la grande porte. Mais ces gens, ils ne veulent pas ça. Pourquoi? Parce que le président Tshisekedi veut faire comme les gens de l'Orient, comme Qatar et tous ces gens, qu'eux-mêmes, ils dictent les prix de pétrole. C'est ce qu'ils voulaient faire. Parce que nous avons la réserve mondiale. C'est nous qui devons dicter la... Vous êtes en train de parler là du colbat. Coltan, oui, colbat. Oui. Il y a d'autres. Parce que dans le développement de ces minéraux, il y a d'autres produits qui sont à l'intérieur, qui sont encore même chers. Oui. Et tout ça, il y a même le lithium. Oui, tout ça. Voilà. Casserie, toutes ces choses-là. Oui. C'est en RDC. Bon, maintenant, lui, son problème, c'était quoi? On ne vous refuse pas de minéraux. Il y a des minéraux en RDC, mais nous voulons industrialiser notre pays. N'allez plus là-bas prendre les minéraux de manière illégale. Qui sont teintés de sang de Congolais. Venez par la grande porte, vous aurez des minéraux. Vous voyez, Qatar, qui était même en accord aussi avec le Rwanda pour l'or. Parce que le Rwanda, l'usine de raffinerie de l'or qui est au Rwanda est fermée aujourd'hui. Depuis que le président Tshisekedi avait proclamé l'état de siège, l'or ne sort plus comme ça sortait. Et maintenant, Qatar est venu
fait l'accord avec l'État congolais. À la source même, alors. Voilà, on les avait même vendus de l'or devant les caméras de la télévision nationale. On a vu. De la même façon, la Chine. La Chine était venue en RDC conclure les accords avec le Rwanda, avec d'autres personnalités. Mais maintenant, ils ont même revu ces accords-là. C'est maintenant avec la RDC. Oui. Donc, dans toutes ces choses, le problème, c'est quoi? Quand l'Afrique comprendra que nous avons l'avenir du monde dans le domaine économique, dans le domaine numérique, l'Afrique ne peut pas se trahir entre elles. Oui. Pourquoi? Parce que beaucoup d'autres présidents africains ont compris. Ayant compris que non, ces gens-ci, nous devons être dans la relation de gagnant-gagnant. Au lieu de venir, il vient par derrière faire la sous-traitance derrière un pays pour venir prendre des minerais. Voyez, un jour, le président Tshisekedi a posé la question à un envoyé américain pour lui dire pourquoi vous, étant une grande puissance, vous venez prendre des minerais teintés de sang derrière Rwanda au lieu de venir faire les accords avec le pays. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que qu'est-ce que nous pouvions faire dans 30 ans? Il n'y avait pas de bons interlocuteurs pour la RDC. Tout ça, c'est pourquoi je vous dis toujours que les régimes passés, c'était des traîtres. Ce sont des gens qui étaient toujours dans cette mafia-là avec le Rwanda pour faire sortir des minerais de la RDC. Donc c'est par là, parce que déjà, le fait qu'ils acceptent, ça leur conditionne déjà. C'est pourquoi ils ne veulent pas accepter. Mais je crois que si la justice est vraie, on va ramener cela. Parce que le minerai de la RDC a été cartographié. Il y a la traçabilité. Donc si on essaie de faire tout ça, on va comprendre ouvertement que voilà, c'est Apple qui prend ces minéraux de la RDC par cette chaîne d'approvisionnement. Alors, merci Stéphane Katala déjà pour avoir expliqué les choses de la sorte. Vous êtes d'ailleurs revenu sur le fait qu'il y a plusieurs pays qui avaient signé des accords en ce qui concerne l'exploitation de minerais avec le Rwanda, mais qui ont dû rompre ces accords parce que après la venue au pouvoir du président Tshisekedi, il y a beaucoup, si je peux le dire, de voraux qui ont été fermés pour mettre un terme à cette exploitation illégale de minerais qui se passait à l'est de la RDC et pour se retrouver du côté du Rwanda et puis vendu à l'international. Pour rester avec nous pour la suite de ce programme, on rappelle, fidèles téléspectateurs, qu'aujourd'hui on s'intéresse à cette plainte qui a été portée par le gouvernement congolais contre Apple, les minerais de sang, coltan, nickel, étain, or, colbate, sont au cœur d'un conflit entre la République démocratique du Congo et les rebelles du mouvement M23 soutenus par le Rwanda. Ils portent l'étiquette honteuse de minerais de sang car leur commerce alimente des groupes armés dont l'Est de la République démocratique du Congo, frontalière avec le Rwanda, une zone de guerre depuis 30 ans. Alors Stéphane Katala, je reviens vers vous. Vous parlez de l'entreprise Apple qui a indiqué par ailleurs avoir pris soin d'informer ses fournisseurs qu'ils devaient suspendre l'approvisionnement en étain, en tantal, en tungstène, voilà, et en or en provenance de la RDC et du Rwanda, mais sans préciser clairement quand ces instructions avaient été données. Alors, ces décisions d'un des géants des nouvelles technologies pourraient avoir un effet considérable sur le secteur. La RDC, je le rappelle, et le Rwanda sont parmi les principaux producteurs de certains minerais essentiels à la fabrication des composants électroniques, des ordinateurs et des téléphones portables. Alors Apple, pour faire court, qui décide donc de mettre un terme à l'approvisionnement en ces minerais que j'ai cités, en provenance de la RDC et du Rwanda, forcément cela va avoir des répercussions sur le plan mondial. Bon, le problème, c'est quoi? La RDC, même si Apple ne s'approvisionne plus en RDC, ça n'empêchera pas la RDC de répondre aux attentes de son budget. Pourquoi? Parce que, étant un État,
ce n'est pas simplement Apple qui peut venir s'approvisionner en RDC. Non, mais là vous parlez, vous êtes en train de vous appesantir sur le cas de la RDC. Mais j'aimerais qu'on voie les choses un peu de manière plus globale, puisqu'on parle de ces minerais stratégiques pour l'industrie voilà, de l'électronique, des ordinateurs, des téléphones portables. Alors, Apple qui décide donc de mettre un terme à son approvisionnement en minerais, ces minerais stratégiques de la RDC et du Rwanda. Forcément, vous avez précisé lors d'une de vos prises de parole que le Rwanda était effectivement détenait l'une des plus grosses réserves mondiales. Rwanda la RDC, autant pour moi, la RDC, voilà, détenait l'une des plus grosses réserves mondiales de colbate qui fait partie de ces matières stratégiques. Alors si effectivement Apple venait à mettre un terme à son approvisionnement, on imagine que cela aura des conséquences sur le plan international. Bon, ce n'est pas seulement Apple qui produit des téléphones et des tablettes, des appareils électroniques. Je me dis le fait qu'il a demandé d'arrêter de s'approvisionner de cette voie-là, c'est simplement parce qu'il y a des plaintes qui sont déposées contre cette firme-là pour le fait de s'approvisionner chez Rwanda qui, en recevant l'argent de ces minéraux, ils achètent les armes pour venir tuer les Congolais. Le fait qu'ils interrompent de s'approvisionner de cette voie, ça ne veut pas dire que c'est fini. C'est simplement pour voir clair, ou bien pour essayer de mettre les choses en ordre avant encore de le faire. Parce que ce n'est pas seulement Apple. Il y a d'autres firmes, il y a même d'autres États que la RDC va porter plainte. Ça ne s'arrête pas seulement là. Il y a d'autres firmes que la RDC portera plainte. Mais si les autres là sont sages, ils peuvent venir faire comme Qatar a fait, comme les autres ont fait. Ils ont brisé leurs accords avec le Rwanda pour venir directement à la RDC. Et là, nous interpellons aussi l'Union européenne. Nous interpellons l'Union européenne parce qu'ils ont conclu l'accord avec le Rwanda pour les minéraux stratégiques, alors que le Rwanda n'a pas ces minéraux stratégiques dans son sous-sol. Ouais, c'est par là que nous comprenons qu'il y a un peu l'injustice internationale contre la RDC. Oui. Parce que quand on regarde même, on convoque la réunion de sécurité aux Nations Unies, quand on convoque la réunion, tu constates que presque tout le monde n'est pas prêt à prendre des sanctions contre le Rwanda. Pourquoi? Parce que et tous, ils s'approvisionnent de cette voie-là. Oui. Donc c'est ce qui fait que Apple, la RDC ne refuse pas de vendre ses minéraux à n'importe qui que ce soit. Mais c'est que la RDC ne veut pas, que ces minéraux, que Dieu les a bénis avec, deviennent une occasion de tuerie, de massacre. Tu viens prendre le minerai pour donner de l'argent aux rebelles, pour leur donner des armes, pour qu'ils viennent tuer les Congolais. Non, là, c'est pas possible. Et si on porte plainte, c'est simplement pour que ces gens-là reviennent dans leur conscience pour dire que non, cette façon de faire n'est pas bonne. Les gens sont en train de mourir. On peut aller ouvertement chez l'État congolais et puis se procurer les minéraux sans problème. On n'a pas empêché Apple de s'approvisionner, mais ce qu'on ne veut pas, c'est de venir chez Rwanda qui n'a pas de minéraux pour prendre, alors que le Rwanda prend ces minéraux à cause des exploitations illicites, illégales et au vu des Congolais qui sont en train de mourir. Et vous restez avec nous toujours Stéphane Kiatala. Je vais revenir sur l'une des réactions de la coalition anti-corruption. C'était un mouvement congolais. Jean-Claude Mputu, le porte-parole de la coalition anti-corruption, avait fait savoir que le Congo n'est pas à vendre. Il avait appelé l'entreprise américaine responsable de la marque de téléphone iPhone à rendre publique la liste de tous ses fournisseurs en minerais. Votre avis par rapport à ces démarches proposées par cette organisation? Oui, parce qu'en fait, on en a marre. On en a tellement marre de voir nos frères en train de mourir. Et quand on parle pour leur demander, ils nient qu'ils ne s'approvisionnent pas de cette voie-là. Alors, normalement, le monde d'aujourd'hui, on ne cache plus les choses. Montrez-nous la liste de vos approvisionnements. Là, on saura que, en minerais. Voilà, des fournisseurs. On saura que vous n'avez pas de minerais teintés de sang des Congolais. C'est très simple.
Mais moi, je trouve que ça serait difficile pour qu'ils puissent faire sortir la liste là. Parce qu'il y a même des journalistes, qu'ils soient blancs, qu'ils soient des noirs, qui ont fait des investigations, qui sont partis jusque dans l'entreprise, qu'on n'a pas reçu. On n'a pas voulu le recevoir pour qu'ils puissent interroger, voir comment, quelles sont des chaînes des approvisionnements de leurs minéraux. Pourquoi? Parce qu'ils savent. Ils savent que ce n'est pas d'une voie légale qu'ils reçoivent ces minéraux-là. Donc ça sera compliqué. Nous, on attend simplement que la justice soit dite. Mais je trouve que ça sera difficile. Pourquoi? Parce que ce soit la France, que ce soit l'Union européenne, et tous, ils sont dans cette voie-là. Ils sont dans cette voie-là. Comment est-ce que l'Union européenne peut conclure l'accord avec le Rwanda pour le minerai stratégique alors que le Rwanda n'en a pas? On comprend par là que eux tous ils sont complices. Alors quand vous parlez de complicité, effectivement, puisque vous avez même indexé l'Union européenne, alors, je rappelle qu'en avril 2024, la publication d'un rapport intitulé « Minerais de sang, le blanchiment des 3T de la RDC par le Rwanda et des entités privées ». Ce rapport avait été publié par 2 cabinets d'avocats mandatés par le gouvernement congolais. Et ce rapport révélait de graves violations des droits humains dans les régions minières de la RDC et soulignait la complicité silencieuse de la communauté internationale face au massacre dans l'est de la RDC. Alors, quel rôle, selon vous, doit jouer la communauté internationale? Bon, en fait, si la RDC se retrouve dans ces organisations internationales, c'est pour qu'elles soient aussi sécurisées comme les autres pays. Nous voyons aujourd'hui la guerre qui est en Russie contre l'Ukraine. C'est presque le monde entier qui vient derrière l'Ukraine pour lui donner les armes pour combattre la Russie, toutes ces choses-là. Alors que c'est la même chose qui se passe en RDC. Il y a l'agression d'une armée étrangère et ils viennent en mission d'exploiter illégalement les minéraux. Et quand tu arrives de ces côtés, ou bien quand tu as des vidéos qui sortent de là, et la réalité des choses qui se passent là, tu te poses des questions, est-ce que nous sommes dans un monde vivant? Et tout ça, ça ne se cache pas. Cette communauté internationale est au courant de tout. Même quand la MONUSCO, deux fois, n'arrivait pas à donner réellement le rapport de ce qui se passe, mais dernièrement, ils ont dit ouvertement ce qui se passe là, de l'autre côté. Il y a eu même les soldats de la MONUSCO qui sont morts aussi. Quand vous trouvez, les gens, ils trouvent une femme enceinte, on peut ouvrir le ventre de la femme pour faire sortir l'enfant. Prendre la femme, mettre dans un mortier, commencer à piler. Tout ça pourquoi? Des atrocités. Voilà, tout ça c'était pour créer de la frayeur, de la terreur, de la peur dans le cœur des gens, pour qu'ils continuent à faire le travail qu'ils étaient en train de faire. Et là, la communauté internationale, étant au courant de tout ça, n'est pas en train d'intervenir. Elle n'est pas en train d'agir selon vous comme il se devrait. C'est le complot contre la RDC. C'est pourquoi nous comprenons que le monde entier est contre la RDC. Mais nous bénissons le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres États africains qui ont commencé à comprendre, comme l'Afrique du Sud, comme le Burundi. Et oui, il y a aussi, je crois, Tanzanie. Ce sont des États qui ont compris. Mais ces trois pays, il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda, il y a le Kenya. Ces gens-ci, et l'attaque même de Goma, on fait mention qu'il y avait la présence des Ougandais, il y avait la présence des Kenyans, et accompagnés de leurs frères nilotiques de Rwandais. Et hormis cela, il y a aussi des mercenaires blancs de leur côté. On peut dire en un seul mot que l'OTAN est derrière Rwanda pour combattre la RDC. Vous parlez en tout cas de complot international. Alors, on aimerait aussi parler de cette thématique avec Henri Atangana, qui était bien sûr programmé pour nous partager son analyse concernant cette thématique. Henri Atangana, est-ce que finalement tout est bon de votre côté pour que vous puissiez aussi prendre part à ce programme et partager votre avis sur cette thématique concernant cette plainte qui a été déposée en décembre 2024 par le gouvernement de la République démocratique du Congo qui accuse Apple, le géant américain de l'électronique, d'utiliser des minerais issus de ces mines et exploités de manière illégale
dans des conditions qui ne respectent pas les droits humains. Alors, déjà, dites-nous, que pensez-vous de cette situation, celle de la RDC, je rappelle, dont le sous-sol est extrêmement riche. On présente souvent le sous-sol de la RDC comme l'un des plus riches au monde. Et pourtant, cette manne ne profite pas du tout à ce pays dont la population croupit dans la pauvreté et la misère. Est-ce que, parlons du cas de la RDC, on peut dire que ces minerais sont finalement une malédiction? Alors, Henri Atangana, lorsqu'on parle du sous-sol de la République démocratique du Congo, on le présente souvent comme l'un des sous-sols les plus riches au monde, de par les nombreux minéraux que regorge ce pays. Mais cette manne ne profite pas du tout au développement de la RDC, puisque sa population croupit dans la pauvreté et la misère. Est-ce que les minéraux de la RDC, au lieu d'être une bénédiction, sont finalement une malédiction pour ce pays? Oui, bonsoir tout le monde. La connexion est trop instable. On va essayer de répondre. Pour le problème de la République démocratique du Congo était un problème vieux. Il faut aller un peu aux origines et après les décolonisations. Il faut aller comprendre le fait que les décolonisations ne sont pas bien passées. Dans les pays africains, on a mis des mains. Et que Mobutu en était une. Et que Mobutu a géré un pays plus comme un choc de guerre, mais pas comme un choc d'État. Je rappelle en passant que Mobutu est le premier à dire aux Congolais, servez-vous. C'est-à-dire qu'au lieu d'organiser une filière, qui est la filière des minéraux de l'exploitation par l'État, il dit servez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les gens ont commencé à faire de l'exploitation artisanale des mines. Alors, dans un environnement qui n'est pas contrôlé, où tout le monde est en exploitation artisanale, et qu'il y a l'argent qui circule, ben les bandes armées se forment, le banditisme se forme. Ça a commencé comme ça. D'abord, si vous commencez par là, vous n'allez pas comprendre comment l'État n'a pas pu prendre le contrôle de tout un secteur. C'est là. Et à ce moment, des grands banditismes se sont formés, les bandes armées se sont formées pour extorquer les gens, pour escroquer les pauvres vendeurs, et le problème s'est emballé. Comment au Kabila père arrive. Mais Kabila père ne va pas proposer une solution en tant que telle. Et d'ailleurs, il ne va pas rester très très longtemps. On aura Kabila fils. Kabila fils aussi, qui ne va pas redresser la situation. Et on passe le bébé et l'eau du bain à M. Tshisekedi, qui se retrouve alors dans une situation où il ne sait pas quoi faire. J'espère que vous me recevez. Nous vous recevons très bien, M. Henri Atangana. Voilà. Et donc, dans cette réalité, vous avez un M. Tshisekedi qui a pour mérite d'être le fils de Tshisekedi, ancien opposant de Mobutu, qui a d'ailleurs grandi à Bruxelles. Vous voyez que quand vous regardez du point de vue purement politique, vous voyez qu'il n'y a pas une préparation à ce conflit qui dure des années. Je parle d'années. Quand vous avez un État qui est un État de non-droit, vous laissez la possibilité aux autres de venir piller. Et le Rwanda s'est fait spécialiste en ça. Et les bandes armées se sont développées. Alors, si vous ne regardez pas ça comme ça, vous n'allez pas comprendre. Quand vous êtes dans un État-nation, il y a des éléments de souveraineté. Les militaires sont un élément de souveraineté. Vous devez avoir une armée capable de défendre les frontières de votre pays. Si vous n'avez pas ça, c'est vieux. Vous aurez des gens qui vont venir se servir. C'est vieux, c'est le B.A.B.A. Bon, vous avez Mobutu qui n'a pas eu une armée. Vous avez Kabila qui n'a pas fait une véritable armée. Kabila qui a d'ailleurs pris le pays avec des gens pieds nus. Vous avez le fils Kabila qui n'a pas fait une armée. Et vous avez Tshisekedi qui n'a pas, il est resté là 6 ans. Il n'a pas compris que la priorité, c'est une armée.
Les États n'ont pas des armées pour jouer. Dès que vous êtes chef d'État, votre première mission est la souveraineté de votre territoire. Et si vous n'avez pas d'armée, il se passe ce qu'il se passe là. C'est-à-dire que l'État est un pays riche. On a beau se le dire comme tous les États africains, mais ce sont des États qui ne sont pas constitués en État-nation. Voilà le problème, ça commence par là. Et ça dure depuis des années. Ce problème n'est pas nouveau. Alors, le problème des politiciens congolais, c'est quoi? Excusez-moi d'être dur avec eux, c'est qu'ils ne proposent pas de solution. Regardez comme à l'AES. On pourrait poser la même question pour les pays de l'AES. Est-ce que l'uranium, pour eux, est une malédiction? C'est la même question. Il y a un moment, il faut comprendre qu'il faut protéger son État, donc créer de véritables États. Je rappelle que nous sommes des États très, très jeunes en Afrique. Très, très jeunes. Moins d'un siècle. Et on doit travailler beaucoup plus dur pour stabiliser ces États. Et du moment où vous n'aurez pas d'armée, de police, du contrôle de l'État, ça va arriver. Et allez, maintenant, vous pouvez vous demander, mais pourquoi Apple et tout, on peut se poser la question. Parce que vous avez déjà évoqué le sujet. Je suis d'accord avec vous. Apple, qu'est-ce que vous croyez? Et comme toutes les sociétés, il ne va pas vous dévoiler ses sous-traitants. C'est commercial, c'est économique. Je vais vous expliquer pourquoi. Apple vend des produits électroniques. La plus grosse chose que Apple vend, c'est son nom. S'il vous dévoile ses sous-traitants et que vous découvrez qu'il a le même sous-traitant que n'importe un autre Samsung à côté et qu'il vend son truc 10 fois plus cher alors que c'est les mêmes composants dedans, qu'est-ce que vous savez ce qui va se passer? Il va perdre de sa crédibilité. Voilà l'un des gros points. Comme je connais le domaine de la microélectronique, je peux vous dire que ce n'est pas Apple qui fabrique, il a des sous-traitants. Donc en réalité, ça passe par d'autres qui fabriquent le matériel électronique et qui va passer par chez Apple. Donc en réalité, ces gens-là ne vendent pas directement à Apple, mais ils vendent à des sous-traitants. Mais vous ferez quoi, vous, commercialement, si vous découvrez que Apple a le même sous-traitant que votre smartphone que vous avez et que vous avez acheté 10 fois moins cher? Voilà le problème. Voilà. Ce sont les secrets professionnels, alors, puisque il y a une ONG congolaise, effectivement, qui demandait à Apple pour faire preuve de clarté, de fournir la liste de ses fournisseurs, tout simplement. Mais qu'il m'appelle, moi je leur explique parce que je connais le monde de la production industrielle en microélectronique. Je sais comment il se passe. Vous savez, ces composants sont faits par d'autres sous-traitants qui sont des sociétés très souvent chinoises. Mais Apple n'a pas envie de vous dire qu'en fait, le Apple qu'il vous vend, la carte mère a été assemblée en Chine, comme le smartphone que vous avez dans la poche. À ce moment, vous allez vous demander pourquoi vous l'achetez 10 fois plus cher. Vous voyez comment ça s'emballe. Alors, Henri Atangana, une autre question, toujours concernant cette plainte du gouvernement congolais. Les Nations Unies, le département d'État américain et des ONG internationales telles que Global Witness font état de l'existence d'une vaste entreprise de blanchiment par le biais du commerce illégal de minerais de conflit provenant du territoire congolais. Ces organisations ont établi des complicités entre les auteurs de ces pillages et certains des plus grands producteurs de matériel technologique grand public tels que les téléphones portables, les ordinateurs et les entreprises des secteurs de l'automobile, de l'aviation et des énergies renouvelables. Alors dites-nous, les autorités congolaises n'ont-elles pas simplement mis en lumière des faits qui avaient déjà été évoqués par d'autres acteurs, des acteurs étrangers? Je n'ai pas écouté toute la question, mais parce qu'il y a eu une petite coupure réseau, un nouvel réseau, mais enfin, je vais quand même essayer de répondre globalement à ce que j'ai cru entendre. Bon, d'abord, la question des plaintes à l'international. Devant quel tribunal? Est-ce qu'il y a des tribunaux internationaux en matière de crimes économiques? Il n'y en a pas. Donc, le problème est mal abordé par les Congolais. Permettez-moi de le dire. Il n'y a pas de tribunal international en matière de crimes économiques. La CPI, ce n'est pas son rôle. Donc, vous allez à l'ONU, vous plaignez. Oui, mais l'ONU va faire quoi? Soit reconnaître qu'il y a des crimes, soit reconnaître qu'il n'y a pas de crimes. Il y a des États derrière, il y a des États qui sont non criminels. Mais
ils n'ont pas de pouvoir de coercition. Ils n'ont pas de pouvoir d'imposer quoi que ce soit. Je pense que la démarche là est aussi pas correctement bien faite. Alors, il n'y a pas de tribunaux qui soient habilités à juger des crimes économiques de ce genre. Que faire alors pour la RDC qui veut que justice soit faite, qui veut effectivement que des grandes filiales de l'électronique telles que Apple arrêtent de s'approvisionner en des minerais exploités illégalement de son sous-sol? Vers qui se tourner en d'autres termes? On a perdu le signal, si on peut le dire ainsi, avec Henri Atangana. En tout cas, vous avez suivi ses propos. Stéphane Katala, il est revenu sur le fait que cela est une équation qui sera très très difficile à résoudre car il n'existe pas vraiment des tribunaux internationaux habilités à juger de tels crimes économiques. Un crime économique de grande ampleur comme celui dont parle le gouvernement congolais. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est une bataille finalement perdue pour la RDC? Je crois pas que la RDC ait déposé des plaintes à un tribunal international. Je crois qu'ils ont déposé des plaintes en France et en Belgique. Donc, l'État français et l'État belge. Afin qu'ils puissent faire les enquêtes, afin de trouver, s'ils trouvent que le problème est vrai, c'est là qu'ils vont attaquer le procès pour les appeler en jugement. Donc ce n'est pas dans un tribunal international. Donc c'est ce que je voulais dire. Bon, le problème aussi, vous devez savoir que, comme il l'a dit, oui, c'est vrai, ce n'est pas seulement Apple. Il y a beaucoup d'autres firmes que la RDC est sur le point de porter plainte. Oui. Hormis cela, il y a aussi une autre façon que la RDC est en train de combattre pour empêcher ces exploitations ou bien les importations illégales de minerais. Effectivement, c'était en quelque sorte là ma question, c'est-à-dire si ces voies juridiques qu'elle a d'abord adoptées n'aboutissent pas, qu'est-ce que ce pays peut faire pour effectivement mettre un terme c'est pourquoi presque nous tous, les cette exploitation illégale de ces minerais. Nous privilégions la voie militaire. Parce que si on arrive à faire bouter hors de notre territoire ces terroristes-là, soi-disant les M23 et l'armée rwandaise, par comment ces minerais sortiront encore de l'autre côté et ces firmes seront dans l'obligation. Vous tentez de rejoindre alors Henri Atangana qui disait que l'un des grands péchés qu'a commis la RDC, l'une des grosses lacunes qu'a eu ce pays et qui selon lui a favorisé cette exploitation illégale de ces minerais par des nations étrangères. Vous avez parlé du Rwanda, de l'Ouganda et autres. Alors, et le fait que la RDC jusqu'ici n'avait pas une véritable armée et qui a su sécuriser ses frontières. Vous êtes d'accord qu'il y a eu cette lacune-là et que cela a été une porte ouverte à cette exploitation, à l'arrivée de tous ces groupes armés qu'on retrouve aujourd'hui à l'Est de la RDC et qui, on le rappelle, certains de ces groupes participent à ces pillages là aussi. Le temps de Mobutu, la RDC avait une armée forte. On peut dire Zaïre, parce qu'à l'époque, le pays s'appelait Zaïre. Nous avions une armée forte. À l'avènement de l'AFDEL, quand Kabila père, Laurent Désiré Kabila arrive au pouvoir, lui, il avait l'esprit de réformer l'armée. Mais il n'a pas duré au pouvoir. Il est venu avec les Rwandais, les Ougandais, qui ne l'ont pas facilité la tâche de faire ce qu'il avait l'envie de faire. Parce qu'en venant avec lui, et il croyait qu'il pouvait le manipuler comme il voulait. Mais quand il arrive au pouvoir, il manifeste maintenant son amour, son nationalisme en RDC. C'est là que ses compagnons d'armes qui sont venus avec lui, ils ont compris que non, on ne peut plus accomplir notre projet. C'est là qu'ils sont tournés contre lui, faire la guerre, comme j'ai dit ici, en 1998, où nous étions encore, nous autres là au Congo. On a vu comment on arrêtait même les Rwandais avec les mains et puis on les a boutés dehors. Mais maintenant, cet enfant de Joseph Kabila, qui n'est pas congolais comme je le dis toujours, c'était un enfant adoptif parce que Kabila père et leur papa à lui, Joseph Kabila, étaient des collaborateurs. C'était des mercenaires. L'autre était en train de combattre pour le Rwanda et l'autre combattait pour la RDC. Bon, c'est ce qui fait qu'ils avaient l'alliance entre eux. Si je meurs, tu prends en charge ma famille. Si l'autre meurt, il prend en charge sa famille.
Son nom, ce n'est pas Joseph Kabila, ça c'est un nom qu'on lui avait donné. C'est Hippolyte Kazembele. C'est ce qui fait maintenant que quand Laurent Désiré Kabila prend face maintenant d'un vrai nationaliste, on constate qu'en lui, on retrouve même Lumumba dedans. Il a commencé à former le service national, que c'est même en train encore de relever maintenant. On a compris que non, celui-ci, on ne peut pas accomplir cela. Il a fait l'appel aussi pour que beaucoup de jeunes s'enrôlent pour refaire l'armée congolaise. C'est là qu'on l'a tué, en accord avec les Occidentaux. Maintenant, on a pris ce Joseph-là, qu'on appelle aujourd'hui Joseph Kabila, on a mis au pouvoir. Il n'avait que 26 ans, 26 ans, oui. Et lui étant rwandais, il était en train de faire la volonté de ceux qui l'ont mis au pouvoir. C'est ce qui fait que dans l'armée congolaise, il y avait l'infiltration, le brassage, que ce soit dans la politique, et tous ces problèmes. Quand la situation paraissait un peu maîtrisée, on formait une rébellion. Ça a commencé avec CNDP. Quand ils sont venus, quand ils sont arrivés à un certain niveau, ils ont exigé le dialogue. Et quand on disait, premièrement, ils sont allés à Sun City. Quand ils sont partis là-bas, on a fait sortir un accord qui permettait qu'ils puissent travailler comme président avec 4 vice-présidents. Et parmi les 4 vice-présidents, il y avait 2 Rwandais à l'intérieur qui se réclamaient comme soi-disant des Banyamulenge, des Congolais. Vous voyez. Et maintenant, non seulement ils entraient dans la politique, il y avait ceux qui entraient dans l'armée. Et dans l'armée, c'était des Rwandais qui entraient dans l'armée. Et à chaque fois qu'il y avait des problèmes, ils venaient avec la rébellion. Après, c'était devenu M23. Quand ils sont venus, ils ont encore fait les accords. Et ces accords, ça fait que ça a ouvert la porte dans l'armée congolaise. Il y avait mixage, brassage, toutes ces choses-là qui font que l'armée a été infiltrée. Autant de généraux, c'était des Rwandais. Autant de lieutenants, tous ces gens-là, de Rwandais. C'est ce qui fait que l'Est était dirigé par le Rwandais, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans l'administration. Il y avait des recettes qui entraient en RDC qui allaient au Rwanda. Bon, maintenant, quand Tshisekedi prend le pouvoir, il constate que la chose était comme ça. Il dit que ça ne sera plus de cette façon-là. Il appelle maintenant tout autour de la table avec tous ces groupes armés qui essaient de se retrouver en Nairobi pour résoudre les problèmes. Et quand ils arrivent en Nairobi, il y a beaucoup de groupes congolais qui sont venus abandonnant les armes pour venir faire la paix. Maintenant, quand Kagame comprend que si on part par cette voie, je ne peux plus avoir mes avantages que j'ai en RDC. C'est là que M23 dit que nous, notre traitement doit être spécial. Nous, on doit entrer dans la politique, on doit entrer... C'est là que Tshisekedi dit, ces accords, ça n'a pas aidé le pays. Ça ne se passera plus comme ça. Il n'y aura plus de brassage, de mixage, toutes ces choses-là. Si vous déposez les armes, il y aura une façon qu'on va vous orienter dans la vie active. C'est là qu'il refuse, il rentre encore prendre les armes. Pourquoi? Parce qu'il y a un accord qu'on appelle l'accord de la MELA, où on donnait aux Rwandais l'autorisation sur le sol congolais. Dans le renseignement, dans la politique, dans l'armée. Et c'est là que Tshisekedi avait dit que ça ne peut plus se passer comme ça. Et c'est depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. C'est maintenant que nous voyons l'armée de la RDC commencer à être reformée. Ça veut dire que vous rejoignez donc l'analyse d'Henri Atangana qui expliquait aussi que tout commence aussi par cette défaillance sécuritaire du côté de la République démocratique du Congo. Alors Henri Atangana, on va s'intéresser à la réaction du Rwanda. Le Rwanda qui est impliqué dans cette plainte des autorités congolaises puisqu'il parle effectivement de ce pays-là qui est une sorte de pays de transit des minerais exploités de manière illégale de leur sous-sol. Alors le Rwanda a qualifié de coup médiatique l'action en justice intentée par le gouvernement congolais à l'encontre d'Apple. Le Rwanda a nié avoir vendu des minerais de conflit à l'entreprise technologique. Alors que pensez-vous de la réaction de Kigali? Mais c'est ce que je viens de vous dire. C'est plus un coup médiatique que quelque chose qui va aboutir à un résultat. Ça va difficilement aboutir à un résultat. Mais Kigali nie quand même aussi d'avoir vendu des minerais de conflit. Le Rwanda nie en fait. Des légers soucis de communication. Or, pourtant, dans le rapport du gouvernement congolais, le gouvernement congolais dit s'appuyer sur des preuves qu'effectivement, le Rwanda est un pays de transit et que ces minerais sont vendus par ce pays-là à ces grandes firmes de la technologie.
Alors, Henrietta Tangana, je disais tantôt que oui, le Rwanda a qualifié de coup médiatique l'action de justice intentée par les autorités congolaises, mais bien plus, le Rwanda nie être impliqué dans cette chaîne d'approvisionnement des minerais de conflit. Je vous ai dit que c'est un coup médiatique. J'ai commencé mon propos par ça, parce que vous ne pouvez pas porter plainte quand il n'y a pas de juridiction. Vous portez plainte à qui, pour qui juge et qui condamne. Et quand vous aurez fini de vous condamner, qui va appliquer la peine? Et à côté de là, vous aurez le Rwanda qui va nier. Vous avez déjà vu un assassin qui avoue ses crimes? Un assassin, il va toujours nier jusqu'au moment où on le prend. Mais je rappelle que les plaintes ont été déposées dans des tribunaux par le gouvernement congolais en France et en Belgique. Et ces plaintes, effectivement, concernent les filiales de Apple dans ces pays-là. Je suis d'accord, mais il n'y a pas de compétence. Quand vous commettez un crime dans un pays, on vous porte plainte dans ce pays parce que le fait que vous avez porté plainte sur ce territoire, les tribunaux de ce territoire sont compétents. Là, nous sommes dans des histoires qui sont internationales. Alors, vous venez porter plainte en Belgique pour un acte commis au Congo. Qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas de compétence internationale. La Belgique, il y a longtemps, avait voulu créer un tribunal à compétence internationale. Ça a duré 1 an. Et la première personne à qui on a porté plainte s'appelait M. George Bush, chef d'État des États-Unis. Il a pris le téléphone, il a dit fermez-moi ça. Ça a été fermé. Voilà, mais vous voulez porter plainte? Oui, mais je vous dis que du point de vue purement juridique, apprenez le juriste que vous voulez, il vous dira bah oui, ça sera nulle part, ça sera du tralala, ça sera du coup médiatique. Moi, je fais une analyse concrète. Je suis en Belgique depuis. Donc, et vous savez que je n'ai eu que des amis congolais. J'ai étudié avec des Congolais, on l'appelait à l'époque le Zaïre. Donc, la politique congolaise, je l'ai vécue comme un Congolais. Je la connais depuis presque quasi par cœur. Donc, je dis bien, et je le redis, le problème congolais, et je l'ai redit sur une chaîne de télévision autre que la vôtre, il est militaire. Vous ne pouvez pas mettre des gens autour de la table quand vous n'avez pas de rapport de force. Comment voulez-vous que Kagame, qui a une armée qui a envahi le Sud Congo, qui a 250 millions de dollars tous les 2 ans par l'exploitation illégale? D'ailleurs, expliquons aux gens ce qu'on appelle l'exploitation illégale. C'est en fait des petits Congolais qui creusent le sol à main nue et qui revendent ça dans des trafics. Et ce trafic, alors on parle de blanchiment d'argent parce que vous savez qu'en Europe, quand vous déposez l'argent dans un compte, vous devez justifier son origine. On cherche alors c'est ça qu'on appelle blanchir de l'argent. On cherche alors les moyens de pouvoir mettre cet argent dans le circuit légal en Europe. Voilà ce qu'on appelle blanchir l'argent. Les gens ne comprennent pas. Il faut bien leur expliquer ce que c'est. Donc ce sont des petits Congolais qui ont faim, qui creusent le sol avec leurs mains et qui extraient des minerais, qui revendent ces minerais à des trafiquants. Les téléphones portables utilisent ces minerais, d'accord, les téléphones portables utilisent ces minerais, mais comment vous faites pour mettre en cause directement un opérateur? D'ailleurs, il n'y a pas que Apple. Hein. Je peux vous dire que tous les circuits électroniques utilisent ça. Et je sais de quoi je parle, je ne suis pas ingénieur en électronique pour rien. Tous les circuits, tous les smartphones, même si Apple est le plus emblématique, mais dès que vous avez un smartphone en main, il y a des condensateurs qui sont faits à base de coltan, il y a les circuits qui sont faits à base de cuivre, il y a des électrodes qui sont faits à base de cobalt pour les piles et tout ça. Vous n'avez pas le choix, c'est l'électronique. Même si d'autres pays produisent ces matériaux, mais le Congo est l'endroit où il y a entre 70 et 80% des réserves mondiales. Donc c'est assez important pour que ça vienne de ce pays-là. Donc, Alors, quelques petits soucis encore avec la liaison. Henrietta Tangana, vous vouliez chuter? Oui, je disais que je suis d'accord, le chef d'État rwandais, lui, va nier, parce que ça lui rapporte. Mais je vous dis, juridiquement, vous aurez du mal à aller quelque chose avec ces plaintes à l'ONU, à tout ce que vous voulez. Mais l'ONU a résolu un conflit dans quel pays du monde? Vous me parlez de l'ONU, soyons sérieux quand on est africain. L'ONU a résolu un conflit dans quel problème du monde? Quand il y a eu les massacres au Rwanda, l'ONU était là. À l'AES, on vient de les chasser, l'ONU était là.
attendez, on ne résout pas les problèmes là-bas. Monsieur Kabila, monsieur Tshisekedi, pour moi, si vous voulez, il a observé tout ce qui se passe. Il aurait dû venir avec un véritable plan géostratégique. Un véritable plan géostratégique, c'est-à-dire Voilà, on avance vers les ultimes minutes réservées à ce programme. Stéphane Katala, Henrietta Tangana, et vous accordez sur le fait que cette voie juridique a de fortes chances de ne pas aboutir à quelque chose de concret pour ce qui est de l'arrêt de l'exploitation illégale des minerais provenant de l'Est de la RDC. Alors, selon vous, finalement, c'est la voie militaire qui s'impose pour chasser l'ennemi hors de la RDC et faire en sorte que tout soit fait dans les normes. Oui, nous on a toujours crié que la voie militaire serait la bonne voie parce que Kagame c'est quelqu'un de la guerre. Il a pris le pouvoir par les armes, il ne peut pas quitter ce pouvoir-là sans les armes, sans encore qu'il soit pressé par les armes. Et ce qu'il fait en RDC, il est arrivé à soi-disant bâtir son pays, tout ça. Il ne peut pas abandonner ça comme ça. Pour qu'il puisse abandonner, il faut la force, il faut les armes, il faut la force militaire. Et lui, c'est quelqu'un qui ment comme il respire. Il a manipulé toute la communauté internationale en disant des mensonges. Il a fallu que Tshisekedi vienne au pouvoir pour que le monde entier puisse connaître la réalité de ce qui se passe à l'est de la RDC. Il y a eu du temps où les gens venaient pour faire le tourisme au Rwanda. Mais ils se retrouvent en RDC, mais on leur dit qu'ils sont au Rwanda. Vous voyez, c'est pas pour rien. Oui, ça peut être aussi vrai parce que quand on porte plainte, tout le monde écoute ça. Le monde entier est au courant. Ça fait que la conscience... Alors selon vous, effectivement, cette plainte, c'était pas forcément aussi dans le but à ce qu'on aboutit à un verdict bon, si ça arrive, de la RDC. Si ça peut arriver, pour vous, ça peut aussi être comme une manière pour le gouvernement congolais de permettre... sur le front médiatique. Voilà, de faire en sorte que cette vérité éclate et soit sue par tout le monde. Parce que hormis cela, on a aussi écrit au club de football. Il y a Paris Saint-Germain, il y a Bayern Munich, et puis il y a aussi Arsenal. Qui écrivent toujours Visite Rwanda. Oui, qui sont en collaboration avec la destination Rwanda. On les a écrits pour qu'ils comprennent que c'est la publicité que vous faites pour que les gens viennent faire le tourisme au Rwanda. C'est au prix de sang de Congolais. Donc tout ça parce que le Rwanda aussi est sur les fronts médiatiques. Et ils sont même organisés jusqu'à... Ils payent. C'est à peu près 4000 personnes qui sont sur le front médiatique. Si tu entres sur Twitter, tu entres sur beaucoup de réseaux sociaux, tu vas trouver qu'il y a des Rwandais qui prennent même nos noms. Même les noms, pour nous les Kassaïens, ils prennent nos noms, soi-disant comme des Congolais, pour pourrir l'espace médiatique afin de déstabiliser beaucoup de Congolais. Tu vois, quand ils arrivent quelque part, ils commencent à dire ils ont déjà pris en position telle ville, alors qu'ils ne sont pas encore là. Tout ça, c'est pour créer la psychose dans l'esprit des Congolais afin qu'ils puissent entrer facilement. Kagame ne dira jamais là. Il ne peut pas accepter. C'est un meurtrier, c'est un assassin, il ne peut pas accepter. Il ne peut pas accepter en tout cas qu'effectivement ces minerais transitent par son pays. Alors, Henrietta Tangana, vous également, il vous a donné l'opportunité de dire un mot pour la fin. Alors, selon vous, pour que les mines dont regorge l'Est de la RDC soient exploitées de manière légale et aussi dans de très bonnes conditions, pas dans les conditions dans lesquelles on a vu avec des images qui ont défilé de temps en temps tout au long de cette émission, il faudrait déjà que le pays soit véritablement sécurisé. Pour vous, c'est la solution idoine, il n'y a pas d'autre calcul à faire. J'ai calculé, j'ai tourné autour du pot. Monsieur Tshisekedi doit faire, au meilleur des cas, trouver des alliances avec les pays de l'AES ou l'Afrique du Sud, à avoir des armes, parce que l'armée, c'est pas seulement les hommes. Il faut aussi des armes. Et pour pouvoir comme on ne les fabrique pas, il faut les acheter. Donc, il faut les acheter à des pays qui veulent bien vous vendre les armes. Or, il n'y a que la Russie, la Turquie, les pays qui, la Corée du Nord, la Chine, il n'y a que ces pays-là qui peuvent vendre. En tout cas, on a suivi ce que vous vouliez dire. Vous êtes pour la voie militaire, pour que finalement
cette exploitation illégale des mines issues du sous-sol de la RDC prenne fin et que ce pays puisse véritablement jouir des richesses de son sous-sol. Merci Stéphane Katala, c'était un plaisir de s'entretenir avec vous sur ce plateau autour de cette thématique. Merci beaucoup Madame Michel. Pour conclure aussi de ce qu'il disait, oui. C'est ce que Tshisekedi fait parce que il a non seulement restructuré un peu l'armée, il achète aussi des matériels parce que quand il arrive au pouvoir, l'armée n'avait même pas les avions militaires. C'est lui qui en achète et il continue à acheter. Et le budget de l'armée a triplé, je crois quadruplé même. Ce n'est pas ce qui était autrefois. Oui. Donc c'est dans cette optique-là, il a compris en fait oui, il a avec l'Afrique du Sud, qu'il facilite aussi l'achat, comme il le dit. L'achat d'armes. Quand Kabila Père était au pouvoir, il avait commencé à fabriquer les armes. Et nous y allons. Petit à petit, nous allons arriver. Oui. Merci beaucoup et je salue... Et en Yatangana, vous avez les salutations en tout cas de Stéphane Katala. Merci beaucoup. En Yatangana qui a précisé qu'il est aussi un Congolais dans l'art, car vivant en Belgique, il a eu l'opportunité de côtoyer beaucoup de Congolais pendant son cursus scolaire et académique en tout cas. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs. Nous sommes arrivés au terme de ce programme politique éco qui était axé sur les minerais de conflit dans lesquels a été impliquée la multinationale américaine Apple, jusqu'où peut aller la République démocratique du Congo dans ce litige. Vous avez suivi les différentes propositions de nos deux invités, des propositions qui convergent vers la même conclusion, à savoir mener une véritable politique sécuritaire dans ce pays de la région des Grands Lacs, pays très riche en ressources minières, mais qui peine à trouver la stabilité depuis près d'une trentaine d'années. Merci également à l'équipe technique qui nous a accompagnés tout au long de ce programme. On vous quitte au plaisir de vous retrouver très prochainement.